Fagaricine 532, le docteur Piebi Oyubi est avec nous cet après-midi. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être notre invité cet après-midi pour parler de ce sujet hautement important et peut-être aussi sensible. Merci beaucoup. Alors, à côté du docteur Piebi Oyubi, qui est donc l'inventeur de la Fagaricine 532, celui qui n'est presque plus à présenter parce qu'il a une habitude des plateaux de télévision et de toutes les plateformes digitales sur lesquelles il est très très présent, venant de Baumann, promoteur culturel, écrivain, traditionnaliste. Bonsoir, monsieur Venant. Bonsoir, Mitiro. Merci d'être venu une fois de plus sur ce plateau pour essayer d'édifier le peuple sur ce qu'est la tradition, surtout en ce qui concerne la médecine. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec moi cet après-midi, sur ce plateau, justement, je suis avec Boris Chaldi, qui va donc s'occuper de ces différentes rubriques. Bonsoir Boris. Bonsoir Mitiro et bonsoir chers invités. Bonsoir. Tu es tout en noir, c'est pas vendredi aujourd'hui? Non, on est samedi. Ben oui, mais on parle souvent du vendredi noir, pourquoi tu es en noir? Mesures exceptionnelles, accoutumance exceptionnelle, ah bon, hein? monture exceptionnelle. D'accord. L'habit aujourd'hui, puisque je suis en deuil, donc je suis obligé de porter du Ah d'accord, tu es en deuil. Oui. Tu as perdu qui? J'ai perdu ma tante. Ta tante, ouais. D'accord, justement. Toutes nos condoléances, donc toute l'équipe de Parlons Peu Parlons Vrai et l'ensemble de la chaîne Nos Télévisions te transmet donc les condoléances les plus attristées pour ce décès de Merci. ta tante. Que son âme repose donc en paix. Alors, chers téléspectateurs, mais vous aussi, chers internautes, parce que vous nous suivez en direct sur la page de l'émission, mais aussi sur Nour Radio. Cette émission est diffusée en diplex en ce moment. C'est une prouesse que seul Nour a le secret. On va prendre un léger coup de respiration et revenir pour démarrer effectivement notre programme. Parlons peu, parlons vrai. Donc c'est le énième numéro. Je connais même plus le quantième numéro aujourd'hui. Mais de toute façon, ça fait 1 an déjà que nous diffusons ce programme aujourd'hui jour pour jour. Alors, thème de cet après-midi, vaccin Covid-19 et la médecine africaine. Bonsoir une fois de plus, monsieur le docteur Piebi. Bonsoir. Alors, merci encore d'être venu aujourd'hui pour nous parler de ce thème qui est très important, sensible, je le dirais comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la médecine traditionnelle ou alors les médecines africaines? La médecine africaine, c'est une médecine environnementale. C'est la médecine de notre environnement, la médecine de nos traditions, la médecine la plus pratiquée au Gabon, parce que dans tous les ménages, toutes les mamans connaissent au moins une recette de grammaire. D'accord. Donc, avant de s'adresser aux hôpitaux, on a des petites recettes de grammaire. Ces recettes font partie de cette médecine africaine. Dans les villages, quand on a une fièvre élevée, la maman sait comment régler ce problème. Quand un enfant présente une diarrhée, on sait quoi donner. Quand un enfant présente une grippe, on sait quoi donner. C'est ça qui constitue cette médecine africaine. D'accord. Les premiers soins, la médecine de proximité. D'accord. Donc, médecine africaine, c'est rime aussi avec tradition, monsieur Venant. Si on peut dire que les deux vont de pair. Oui, merci déjà de m'avoir redonné la parole sur ce plateau. Et je remercie l'équipe de Nour TV de nous avoir recevoir ici en présence du docteur Piebi, qui n'est plus aujourd'hui à démontrer. C'est l'inventeur de la Fagaricine et moi qui suis promoteur culturel et dont mes ressources sont effectivement environnementales pour le bien-être de la population africaine en général et gabonais en particulier. Ouais. Et lorsqu'on parle de la médecine en fait, et lorsqu'on parle des traditions, dire que la médecine traditionnelle, il est bien vrai. Lorsqu'on parle de la médecine traditionnelle, c'est une médecine qui nous a été léguée par nos ancêtres. Donc nous, avec la force des traditions, nous perpétuons jusqu'à aujourd'hui. Donc le mot ne souffre pas tant. Par contre, ce qui fait mauvais dans ça, c'est lorsqu'on parle des tradis praticiens. Tradis praticiens évoque un complément. Lorsqu'on dit tradis praticien, il faut ajouter un complément. Tradis praticien de quoi? Tu peux être tradis praticien de la médecine. À ce moment-là, on t'appellera un tradit thérapeute. Vous comprenez? Tu peux être un tradit praticien de la spiritualité.
en ce moment-là, on t'appellera un prêtre, un ganga ou les mots que vous voulez. Ouais. Donc il faut toujours accompagner le mot tradit praticien de quelque chose. Le bon thème aujourd'hui, dans le cadre de notre centre de recherche qui est le CEGARES, c'est tradit thérapeute. C'est ce médecin-là qui s'occupe de la santé et du bien-être de la population. D'accord. Alors, docteur, la médecine traditionnelle aujourd'hui, vous avez donné une définition déjà qui plante le décor, qui, chez les Blancs, du moins dans les pays industrialisés, est plutôt appelée la médecine complémentaire, alternative ou non conventionnelle. Pourquoi est-ce que cette médecine aujourd'hui africaine, qui a une certaine identité, n'est pas reconnue à sa juste valeur du côté de l'Occident, comme c'est le cas pour la médecine traditionnelle chinoise, par exemple? Vous savez, en Europe, il y avait aussi cette médecine. C'est cette médecine qui s'est développée, qui s'est modernisée. Donc, même en matière de médicaments, en Europe, vous trouverez des médicaments traditionnels améliorés. C'est pour dire que c'est cette médecine qui s'est améliorée. On ne peut pas dire qu'en Europe, il n'y a pas de tradition, non. Vous verrez dans les parapharmacies où ils vendent tous les produits bio, les produits de la pharmacopée, les produits phytothérapie, comme ils appellent de la phytothérapie, ces produits sont nés de cette médecine traditionnelle. Donc ce n'est pas une médecine qui est reléguée seulement en Afrique, non, c'est un problème de développement, un problème scientifique. Oui, Boris? Oui, je vais me lancer dans le bain. On ne peut pas parler de culture sans médecine, puisque Monsieur Culture est là. Et qu'aujourd'hui, on a vu que l'Afrique s'est assimilée, mais en s'assimilant, l'Afrique, le noir a abandonné sa médecine, a plus ou moins négligé sa médecine, même, on peut aller au-delà, diaboliser sa médecine aujourd'hui. Comme l'a si bien dit M. Venant, il y a eu des thérapeutes, il y a eu des ngangas. Aujourd'hui, on voit maintenant le nganga comme étant un sorcier. Pourquoi l'Afrique, aujourd'hui, en s'assimilant, a négligé sa médecine, aujourd'hui, fait maintenant recours à la médecine européenne ou la médecine, si on peut dire ça, la médecine des Blancs? Oui, en fait, je prends la parole, après je donnerai au docteur. Ouais. C'est qu'il faut dire que nous, à la base, nous sommes des scientifiques. Ouais. Vous comprenez? Donc, et donc, il n'y avait pas la science chez nous en avant? Non, je dis nous, au niveau du CEGARES, okay, sur ce plateau, nous sommes des scientifiques. Okay, et lorsque nous allons raisonner, nous raisonnerons en termes de rationalité. Vous comprenez? Donc, on ne va pas trop rentrer dans les mythes pour ne pas se perdre. Okay? D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on s'attelle aux chiffres de l'OMS, 80% de la population africaine fait recours à la médecine d'elle-même, la médecine africaine. À partir de là, on peut conclure que cette médecine porte ses fruits. Vous comprenez? Si 80% se soignent à partir de leur médecine de proximité, c'est que cette médecine porte ses fruits. Pourquoi cette médecine est abandonnée aujourd'hui? Tout à l'heure, on évoquait pourquoi on fait face à la médecine occidentale. Il faut dire que la difficulté qu'a la médecine occidentale, c'est rentrer dans l'imaginaire du patient aujourd'hui. Qu'est-ce que l'imaginaire du patient? C'est cette méthode qui consiste à aller chercher l'intérieur du patient, c'est-à-dire aller chercher son esprit pour se soigner. Parce que chez nous, en Afrique, la médecine ne considère pas un patient comme étant un corps malade. Le corps étant un tout, la médecine africaine cherche toujours à soigner le tout. C'est pourquoi, à la fois, nos décoctions, nos tisanes nous invitent, n'est-ce pas, à soigner le corps et à soigner l'esprit qui est malade, étant bien donné que la médecine n'est qu'un résultat du mal hadi qui se cache derrière le corps perdu. Ok, d'accord. Alors, docteur, comme l'a dit M. Venant, il a un peu embrayé dans ce que je voulais dire dans la suite de mes propos. Il dit 80% des populations ont recours à la médecine traditionnelle en Afrique. C'est vrai, c'est les chiffres de l'OMS. 30 à 50% en ont recours en Chine. 60% de ces personnes, 60% pardon, font le traitement du palu fait à base de plantes en Afrique. Mais on constate par ailleurs qu'en Europe, en Amérique du Nord, 50% de la population a recours au moins une fois à la même médecine traditionnelle. Mais de manière concrète,
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, ou alors on ne devrait pas donner un certain crédit à cette médecine aujourd'hui, au détriment de la médecine occidentale, ou alors la médecine des Blancs, comme l'a dit Boris, qui est en train de prendre, du moins qui a pignon sur rue? Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit problème avec nos jeunes les récemment formés. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas réellement quelles sont les vertus de cette médecine. Et puisque en faculté, quand ils vont, ils apprennent certaines leçons qu'ils viennent appliquer. Vous savez que la médecine est âgée. À un certain niveau, on est scientifique carré. Après, on devient philosophe carré. Après, on devient un tout, un savant, un penseur. Quand on sait que la chimie est née de plantes, quand on sait que chez nous, on a toujours été soigné à partir des plantes, à un moment donné, on prend du recul et on avance doucement. On comprend certaines choses. Il y a beaucoup de choses que nos jeunes praticiens ne sont pas forcément obligés de connaître, vu le parcours, vu le cursus suivi. Notre médecine a fait ses preuves. Vous voyez comment notre pays est organisé. Dans le fond, dans le pays profond, il n'y avait pas d'hôpitaux. Hein. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Ouais. Mais les gens se soignaient. Les gens ont survécu. C'est pas pour autant qu'ils mouraient plus que ceux qui étaient en ville. Hein. Ah, ils ont survécu. C'est cette médecine-là qui nous a permis de survivre. C'est une médecine qui a fait ses preuves. Mais il faut avoir l'histoire de cette médecine, il faut connaître l'histoire de cette médecine et considérer cette médecine comme étant une médecine basale, une médecine de base. Nous allions à l'hôpital quand on ne pouvait plus. Mais c'est rare que les gens aillent dans des hôpitaux. Je vous dis que les hôpitaux n'étaient pas partout au Gabon. Mais les populations vivaient partout. Encore qu'aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas toujours partout. Hein. Justement. Aujourd'hui, dans des villages, quand il y a un problème, tout le monde a recours d'abord à un bain de vapeur. Un bain de vapeur d'abord. Le lendemain, on se sent bien. Après 3 bains de vapeur, de fois, on abandonne, on n'a plus rien, on est tranquille. Si tous les malades gabonais s'adressaient aux hôpitaux, je pense que c'était irréaliste, c'est pas possible. Il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. Même peut-être pas de place, mais il y aura peut-être pas la possibilité de pouvoir soigner tout le monde. Voilà. Encore qu'on connaît aussi que nos hôpitaux font leur travail, mais il y a quand même certains manquements qui sont observables aujourd'hui. Non, il faut savoir qu'il y a des insuffisances. Ne pas le dire, c'est être un peu limite. Alors, monsieur Venon, est-ce qu'aujourd'hui, si vous voulez ajouter quelque chose, est-ce qu'aujourd'hui la médecine traditionnelle n'est pas morte de sa propre mort? Parce que, je vais m'expliquer, si nos jeunes, vous avez fait allusion à ces jeunes qui vont dans les facultés aujourd'hui apprendre la médecine de manière théorique pour venir la pratiquer sur les terrains, qui omettent un peu le côté médecine traditionnelle et qui sont en train de s'occidentaliser même dans leur façon de vivre, est-ce que notre médecine traditionnelle aujourd'hui n'est pas en train de mourir de sa propre mort du fait que nos jeunes, ou alors la nouvelle génération que nous constituons, aujourd'hui est en train de rompre un peu avec ces traditions? Parce que c'était à l'époque une transmission de génération en génération. Il faut dire que pour soigner, c'est-à-dire pour devenir un tradithérapeute qui peut être un herboriste, celui qui manipule les herbes à partir d'une connaissance ancienne, héréditaire parfois, on appelait ça des connaissances familiales, ça veut dire de grand-mère à l'enfant petit-fils, donc c'est héréditaire. On connaissait souvent que telle famille soit une telle pathologie, n'est-ce pas? Pour arriver à cela, il faut un maître. C'est très important et c'est ce que le docteur dit. Il faut absolument un maître. Nos médecins qui sortent des universités aujourd'hui, universités de médecine, ont eu des maîtres. Malheureusement, certains maîtres leur disent des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas d'abord. Les maîtres disent des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Pourquoi ils le disent?
Ils le disent parce qu'ils veulent être payés à la fin du mois. Ils remplissent leurs conditions, ils veulent être payés à la fin du mois. Et pourquoi notre médecine meurt? Notre médecine meurt tout simplement parce qu'il nous manque ce que nous on appelle dans la tradition africaine la volonté de puissance. Il faut d'abord accepter que notre médecine a fait ses preuves. Avant 1949, à 1940, lorsque la France interdit la phytothérapie, n'est-ce pas, elle se soignait à base des plantes. Je dis bien avant 1940, elle se soignait à base des plantes. Ce sont des chiffres qu'il faut connaître. Mais pourquoi ces plantes sont interdites aujourd'hui? Sont interdites aujourd'hui tout simplement parce que la nouvelle médecine que nous on appelle les armes d'une civilisation, n'est-ce pas, prend le dessus ou bien a été imposée à des populations que nous sommes, en oubliant la base. Pourquoi cette médecine? Cette médecine vient effectivement comme la langue aussi est arrivée. Comprenez l'affaire? Comme la religion est arrivée comme aussi. la langue est arrivée. Ça veut dire que c'est ma langue que tu dois parler. Comme la religion est arrivée, n'est-ce pas? Comme le système éducatif est arrivé. Tout simplement parce que ce sont des armes d'une civilisation. Lorsqu'une nouvelle civilisation arrive, elle apporte ses armes. Et parmi ces armes, nous avons le système médical que nous devons aujourd'hui repenser. Parce que ce système n'est pas adapté non seulement à nous-mêmes en tant que personnes, et également en tant avec notre environnement. Vous savez, la maladie chez nous a plusieurs origines. Oui. Voilà, ça peut être l'origine héréditaire, ça veut dire que la maladie se suit de famille en famille. Ça peut être congénital également, ça peut être mystique, ça peut être naturel, ça peut être. C'est pour cela que les maîtres nous demandent toujours de faire très attention lorsque nous sommes face à un malade. Donc, mais pourquoi cette pratique tend à disparaître? Et tend à disparaître parce que la volonté politique doit suivre les actions des chercheurs. Nous avons des chercheurs ici au Gabon, pas seulement au Gabon, mais dans toute l'Afrique. Nous avons des chercheurs qui connaissent à la fois la tradition et qui connaissent également la modernité. Mais ces chercheurs sont malheureusement mis de côté lorsqu'il faut bien prendre à corps, à bras, les pandémies, les épidémies, les grandes maladies. On a vu depuis 1980 l'arrivée du sida. Du sida, bien sûr. Aujourd'hui, nos grands chercheurs se meurent alors qu'ils pouvaient très bien apporter des solutions à cette pandémie, à cette fléau, qui ne tue que malheureusement en majorité des Noirs. Des pays, non seulement noirs, mais majoritairement chrétiens. Je me pose souvent la question, docteur, est-ce qu'il n'y aura pas une relation cachée entre le VIH-Sida et le christianisme? Ça, on fera des recherches. De toute façon, ça c'est une grosse problématique. Ça, c'est une problématique qui fera l'objet d'un autre débat. Alors, justement, vous avez fait allusion aux pandémies. On en parle parce que la pandémie actuelle, c'est le Covid-19. Alors, cette pandémie, docteur Piébi, vous avez mis sur pied un produit que je montre à l'écran, la fagaricine, qui est une suspension buvable dont la posologie est 5 cuillères à soupe matin et soir pendant 10 jours, antiviral, antibiotique, antifongique, immunoreconstituant. Donc ça veut dire que ça régénère le système immunitaire. D'accord. Alors, cette potion que vous présentez ici, selon vous, guérit donc du Covid-19. Parlez-nous un peu de cela. Merci. Avant de parler de ça, je voulais renforcer le point de vue de M. Venant. Ouais. Je disais, là où j'ai été formé, et dans certains pays européens, quand les étudiants en médecine soutiennent quand les nouveaux médecins sortent, il y a 3 classifications. Il y en a qui sont les meilleurs, les premiers, selon les États. Les premiers sont reversés à la recherche. Ils sont orientés dans les centres de recherche. Les seconds sont dans la prévention, en santé publique, pour faire de la prévention. La 3e catégorie remplit les hôpitaux, les chirurgiens, les gynécologues, les internistes, tout ça. Voilà. C'est selon ces états. Les premiers, les mieux formés, vont dans la recherche. Ensuite, les autres sont dans la prévention. Et après, viennent les soins pratiques. Vous comprenez? Notre mal part de là déjà. Parce que ici, chez nous, nos dirigeants ne comprennent pas quelle est la place du chercheur. Comme disait M. Venant,
la recherche conduit systématiquement au développement. D'accord. Si nous obstruons cette voie, ne serons pas surpris que nous ayons des problèmes de développement sur le domaine de la santé. Revenons sur la fagaricine. La fagaricine est un produit de recherche. Ce produit, cette recherche a commencé aux années 98 quand il s'est agi du sida. Et là, on avait ouvert la recherche à tout le monde. C'était vraiment une situation grave. On avait permis à tout le monde de trouver un remède contre le sida. Au niveau spirituel, les religieux, les tradipraticiens, tout le monde devait chercher un remède pour solutionner la question du sida. Voilà comment tout le monde s'est lancé. Moi aussi. Et comme par hasard, par enchantement, je suis tombé sur des solutions qui ont fait leur preuve. Des solutions qui ont déterminé leur efficacité sur le terrain. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Europe pour essayer de valider ces travaux, avoir les brevets, les autorisations de mise sur marché, tout ce qu'il fallait pour valider ces travaux. Donc, docteur, si on comprend bien, la fagaricine aujourd'hui, c'est un produit ancien. Il n'est pas né avec le Covid-19. Justement, non. Il n'est pas né avec la Covid-19. D'accord. La Covid-19, il y a quelques jours, j'ai lu sur Internet, il y avait quelqu'un qui glissait comme quoi il a trouvé un remède spécifique à la Covid. Mais réellement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai, je peux le confirmer. De remède à la Covid. Non. Donc ça veut dire que vous battez aussi en brèche le vaccin anti-Covid qui en ce moment... Je ne bats pas en brèche un vaccin. Je n'ai pas été associé à cette réflexion. Je l'ai appris comme tout le monde, qu'il y a un vaccin sur les médias. Voilà. Et Dieu merci que ce n'était pas une obligation. Et je me suis prononcé. Et je vous le dirai aussi. Je ne suis pas contre ce vaccin. Je soutiens et j'encourage ceux qui le feront, mais moi, personnellement, pour des raisons propres, personnelles, je ne le ferai pas. D'accord. Alors, aujourd'hui, avant peut-être de prendre la parole venant, ou bien Boris, Oui. aujourd'hui, on parle de la médecine africaine, la médecine traditionnelle africaine, qui donne de sa voix par rapport à ce problème de Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu mis à l'écart par rapport à cette lutte, cette bataille que l'on mène pour vaincre cette pandémie? Est-ce que vous vous sentez mis à l'écart par rapport à cela? Je ne me sens pas mis à l'écart. Quand je parle de vous, pas vous personnellement, je parle de l'ensemble, de vous qui constituez chercheurs africains. les chercheurs Oui, en Afrique. Je pense que la solution réelle, à mon avis, viendrait de ces chercheurs africains. Selon vous? Selon moi. Par la petite expérience, je pense que la solution réelle viendrait de ces chercheurs africains. S'il y a une volonté de solutionner efficacement ce problème, on se l'adresserait aux chercheurs africains. Ça, c'est mon avis. D'accord. Après, il faut ajouter que il faut que les gens lisent quand même l'histoire. Les SARS-CoV, ça veut dire tout ce qui est coronavirus, Bien sûr. ne date pas d'hier. Ne date pas d'hier, tout à Et fait. il faut quand même rappeler, docteur, que la première épidémie du SARS-CoV-1, avant le Parce que là, SARS-CoV-2, parce que là, nous sommes au SARS-CoV-2. Peut-être du rassemble. Peut-être. Mais quand on parle de Deux et trois, de on est mutants, oui. peut-être qu'on est dans le Des SARS-CoV-3, variants. de variants. Oui, oui. Peut-être on est au SARS-CoV-3 déjà, puisqu'on parle de variants. À l'introduction de ce tableau, de ce plateau, on vous a dit que la maladie est d'abord environnementale aussi. Hein. Donc, qui dit environnement dit mutation, Mutation. Des jeunes. des germes, mutation de plusieurs paramètres entrent en jeu en ce Tout à fait, moment, oui. ok? Tout à Donc, fait. je disais qu'en 2002-2003, effectivement, le monde avait subi l'épidémie du SARS-CoV-1, du coronavirus. Ok? Et si j'ai encore mes chiffres en tête, je crois que ça avait fait 8000 cas avec 800 morts à l'époque. Ok? Mais ça n'a pas fait le tour du monde comme le SARS-CoV-2, le nouveau coronavirus. Celui que nous vivons en ce moment. Donc la question qu'on se pose, c'est que bon, si le premier virus n'avait pas fait autant de dégâts, mais pourquoi le nouveau fasse autant de dégâts?
Mais peut-être il a muté, le mode de contamination est déjà plus rapide. S'il a muté, quelles sont les solutions à apporter? C'est pourquoi nous pensons que la médecine traditionnelle est justement là, cette médecine qui peut apporter solution à cette pandémie. Et d'ailleurs, Madagascar utilise plus ou moins l'artémisia pour faciliter, n'est-ce pas, la guérison des patients. Alors, vous avez fait allusion à Madagascar. Peut-être on va rentrer là-dedans tout de suite. Madagascar, qui en grande pompe avait annoncé qu'ils ont trouvé le remède contre la Covid-19. Et puis après, on a vu cette avalanche de décès de ce côté. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que c'est pas ça aussi aujourd'hui qui peut emmener à ce que la communauté internationale, du moins ceux qui gèrent le marché de tout ce qui concerne donc les médicaments, continuent à discréditer l'Afrique? Peut-être c'était l'Afrique de rigolo, en fait. Si c'était cela, on traiterait l'Occident d'échec total, échec et mat. Il n'en parlerait plus. Puisqu'il y avait le Covid, SARS-1, on a solutionné, on revient. C'est qu'il n'y a pas de solution. C'est ça la réalité. C'est que l'Occident a échoué. Oui, et si on parle de cet échec du système médical occidental, oui. Je fais recours à Théophile Obenga, qui est aujourd'hui notre maître à penser au niveau du panafricanisme. Il dit, pour la première fois dans l'histoire récente du monde, l'Occident fait étalage de la désorganisation de son système de santé, son système social et politique, sous l'effet d'une pandémie, alors que l'Afrique en reçoit plusieurs par an. Est-ce que vous comprenez au niveau où nous pouvons apporter quelque chose, ou encore nous pouvons rire de ce qui arrive aujourd'hui dans l'Occident? Parce que moi, quand j'étais enfant, et lorsque je voyais les structures hospitalières, je me disais, je ne peux plus tomber malade. Justement, quand on m'emmène à l'hôpital, on fait la radio, on fait ceci, on fait cela, on me prescrit les médicaments, mais je ne pouvais pas savoir un seul instant qu'en une journée, on pourrait avoir autant de morts en Occident. Oui. Vous comprenez la chose? Oui, docteur. J'étais en Europe, quand j'étais en Europe, l'époque de la grippe aviaire. Tout le monde était dans une panique. J'étais à Bichal. Il faut faire la recherche. Grippe aviaire, c'est quoi ça? Non, vous voyez, les poules et tout ça. J'ai dit, mais ça se chante sur nos villages. Comment ça? J'ai dit, non, c'est pas un problème ça. Ma grand-mère, les poules le matin, il y a une grippe, on donne peut-être des petits piments là, et tout comme ça, et puis c'est fini. Ah bon? J'ai dit, non, c'est pas un problème. Tout le monde était découragé. C'est plus il y a des problèmes qui sont aggravés en Occident, dont nous avons des solutions. Facile. Il faut écouter et discuter pour trouver des solutions. Peut-être on va en parler des solutions tout à l'heure dans la deuxième partie. Ça va nous amener comme ça à prendre d'abord la première halte de notre émission. Parlons Business. C'est avec Boris Chaldi. Il va nous dire ce qu'il a ramené de ces pérégrinations cybernétiques. C'est dans la rubrique Parlons Business. C'est tout de suite. Alors, parlons business. Boris Chaldir, qu'est-ce que tu nous as ramené de tes voyages dans les différents sites internet sur lesquels tu vas fouiner? Ok, rebonsoir à vous et bonsoir à tous nos téléauditeurs qui nous écoutent à travers Libreville et à l'intérieur et à l'extérieur du Gabon. Aujourd'hui, dans le cadre Business, nous avons une application. L'application, c'est Vision 13. Et je m'excuse d'abord parce que la semaine dernière, je n'étais pas là et j'ai eu un petit souci. Trop tard. Bon, aujourd'hui, c'est l'application Vision 13. Cette application, aujourd'hui, nous permet de pouvoir satisfaire nos envies de suivre des nouveaux films sans pourtant attendre peut-être sur une chaîne de télévision. Grâce à l'application Vision 13, c'est une application mobile téléchargeable sur Play Store, sur Apple Store aussi. On peut regarder toutes nos séries, nos vidéos, les nouvelles sorties cinéma, comme par exemple, je vais faire quand même la pub, Un Prince à New York Blood 2 qui vient de sortir, et Bad Boss 3 pour les amoureux du cinéma. Donc grâce à ça, c'est une application aussi, je vais le signaler, c'est créé par des jeunes Gabonais. Aujourd'hui, nous voyons que le génie, grâce à la pandémie de la Covid-19, le génie gabonais est sorti là où de l'ornier, là où il dormait, pour nous mettre en place des outils qui nous facilitent la vie aujourd'hui. Appli 13, c'est
facile à utiliser, vous le téléchargez et les paiements en streaming se font par les sociétés de téléphonie mobile. Voilà, les films dont ils font la diffusion sur leur plateforme. Oui. Est-ce qu'ils détiennent les droits de ces films? Ah là, je ne peux pas m'aventurer parce que ça j'ai aussi posé la question aujourd'hui. Est-ce qu'ils détiennent les droits de ces films? C'est Ah. bien beau de diffuser les films sur une plateforme, c'est vrai, mais est-ce qu'ils détiennent les droits? Parce que les films, tu as cité par exemple Un Prince à New York 3. Le 2. Le 2, ça c'est des films les grosses productions. Oui, ça, on des appelle box-office. films du box-office. Ces films, pour avoir les droits de ces films, même les chaînes de télévision, vraiment c'est pas possible, c'est pas facile. Mais si eux, ils parviennent à les peut-être avoir c'est un sur les plateformes, partenariat. est-ce qu'ils ont les droits? Ça, c'est aussi. la question est posée et Ouais, on ouais. va les chercher. Pour quelqu'un qui s'y connaît, il pose les questions, mais celui qui veut juste les films, bon, lui il va payer les droits qu'on lui demande et puis il se On va continuer avec Odeon Africa. Odeon D'accord. Africa, c'est un annuaire digital qui regroupe plusieurs entreprises et sociétés gabonaises. C'est créé par un jeune Gabonais qui se trouve du D'accord. côté du Maroc. Maroc. Donc, on va peut-être que dans les jours à venir, on va retrouver. Odéon parle de quoi? Odeon, c'est un annuaire digital. L'annuaire d'accord. digital. Donc, pour où- les différentes adresses et Voilà les adresses pour les entreprises, les sociétés, les émissions, les établissements. les établissements. Peut-être D'accord. d'ici là, on va retrouver Nour TV dans Odéon. Bien À sûr. l'intérieur, la personne qui a raté l'émission d'aujourd'hui peut suivre le professeur et Olivier, venant voilà. à l'intérieur D'accord. d'Odéon. Et sans tarder aussi, comme l'habitude toujours de dire, de mettre en valeur des startups alimentaires au Gabon parce qu'avec la pandémie, tout le monde n'a plus la possibilité de pouvoir se déplacer, faire des achats. On va terminer avec Graines du Sahel. Graines du Sahel, c'est une jeune dame, une jeune gabonaise qui a entrepris de mettre à disposition de la population des produits du territoire tels que le manioc, la pâte d'arachide, les noix de palme, donc disponibles déjà grâce à sa page Facebook qui est aujourd'hui aussi avec l'application Graines du Sahel Ouais. où vous pouvez déjà faire la commande et livrer sans pouvoir se déplacer pour éviter des contaminations. Donc aujourd'hui, la vie elle devient plus ou moins facile à gérer parce que tu peux regarder la télé à la maison, tu peux trouver du travail avec une application, tu peux commander la nourriture sur place. Ça, c'est ce qu'on pouvait présenter aujourd'hui à nos téléauditeurs de Nour TV. D'accord. Merci Boris pour cette présentation magistrale de ta rubrique Parlons peu parlons en Busnet. Donc c'est ce qui nous amène à prendre la pause de la première partie de cette émission et revenir dans la seconde. Et là, on parlera avec le docteur Oyubi et notre invité venant de Bouman des perspectives de la médecine africaine. Comment est-ce qu'elle voudrait être dans 10, 15, 20, 30 ans? Comment est-ce qu'elle voudrait être considérée? Comment est-ce que le gouvernant et eux peuvent peut-être s'asseoir autour d'une table et définir une politique réelle et idéale pour le développement effectif de cette médecine traditionnelle africaine? C'est dans la deuxième partie qu'on va parler de ça. C'est tout de suite maintenant. On prend cette légère pause et on revient après ça. Parlons peu, parlons vrai. Donc aujourd'hui nous fêtons 1 an d'existence de ce programme. Et justement pour fêter 1 an d'existence de ce programme, à quelques jours, près de 1 an de Covid-19 dans le Gabon et surtout dans le monde, on parle justement de Covid-19 aujourd'hui avec le vaccin Covid, mais aussi de la médecine africaine. Justement pour en parler, le docteur éminent Piebi Oyubi, qui est donc l'inventeur de la vagaricine 532, qui est un produit censé combattre ou alors guérir de la Covid-19 ou le Covid-19. Je ne sais même pas qui a demandé qu'on dise le ou là. Bref, du Covid, je dirais ça comme ça. Et monsieur Venant de Bouman, promoteur culturel, écrivain et traditionnaliste. Alors docteur, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet.
Fagaricine 532, vous avez dit, qui guérit, soigne. Ça fait quoi exactement? Ça guérit ou ça soigne ou alors ça atténue le Covid? Fagaricine 532 est un médicament qui guérit. Qui guérit? Je peux vous le dire, il guérit. Vous le certifiez? Je certifie qu'il guérit. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous disais que pour la Covid, il n'y a pas un remède anti-Covid inventé pour la Covid. Il y a eu des protocoles qui ont été administrés aux personnes atteintes de cette maladie et qui ont été déclarées guéries. C'était des protocoles. La fagaricine en elle-même seule a été administrée aux personnes atteintes de cette maladie et qui ont été déclarées guéries. La fagaricine... Donc, déclaré guéri, qu'on a fait les tests sont arrivés. Parce que moi, j'ai mon test, hein, mon test est là. Si on peut zoomer, mon test est là. Mon test Covid-19 est là. Donc, je suis testé négatif. Donc, est-ce que ces personnes ont été testées après avoir consommé votre produit et déclarées négatives? Vous savez, je ne veux pas venir me substituer aux copiles. D'accord. Les déclarations sur la guérison, même à ce niveau, ne sont pas claires. Clair. D'accord. Vous voyez? D'accord. On vous dira que vous pouvez être négatif et être malade. C'est des définitions compliquées. C'est là qu'on dit asymptomatique alors. On est atteint, mais on ne fait pas la maladie. Non, on dit le test est négatif Oui. et que vous fassiez la maladie Covid alors que votre test est négatif. D'accord. Là, c'est... Il y a contradiction là. Bon, là, c'est un entendement. C'est le copil qui peut mieux vous expliquer. D'accord. Hein, vous comprenez? Oui. Mais ceux qui ont pris la fagaricine, qui étaient malades, qui avaient des symptômes, et qui ont fait le test positif au départ, après X temps, n'ont plus ces symptômes, et le test devient négatif. Pour moi, ils sont guéris. Guéri. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Voilà. La fagaricine a beaucoup de principes actifs. C'est ça qui La m'intéresse. fagaricine a au moins 1600 principes actifs. Si nous étions comme des Européens, avec beaucoup d'argent, on aurait pu faire 1600 médicaments. Non, on n'en a pas assez. On n'a pas de soutien financier. Nous avons étudié juste ces quelques principes qui ont été ici. Nous avons ressorti l'effet antiviral de la fagaricine, l'effet antibactérien de la fagaricine, l'effet immunoreconstituant de la fagaricine, l'effet antifongique de la fagaricine, pour les questions qui nous intéressaient. Il y a d'autres effets que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour étudier. Mais c'est un produit, si les gens étaient éveillés comme en Occident, des chercheurs auraient pris ce produit et développé d'autres axes thérapeutiques. Il y en a plein. D'accord. Alors, monsieur Venant, on nous présente la fagaricine ici, un tout en un. Moi, je vais appeler ça comme ça, hein, parce que on rencontre souvent des gens qui disent que ce médicament soigne 1000 maladies. Comme il a dit 1600 principes actifs, ça voudrait dire que c'est au moins 1600 maladies qui sont traitées à travers ce produit. C'est possible. Oui. Si je m'abuse, d'après votre explication. Oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que ce médicament ne prenne pas, entre guillemets? Quand je dis prenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi les gens n'adhèrent pas à ce concept, à ce produit? On a l'impression que, bon, on en parle, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une adhésion massive derrière ce produit aujourd'hui? Il y a un problème culturel et un problème de connaissance. Parce qu'il ne faut pas, quand on est un peu pas ignorant, quand on ne connaît pas certaines choses, il y a une attitude, c'est de ne pas avancer. D'accord. C'est une attitude, c'est de ne pas avancer. Mais sinon, la fagaricine est un produit bio, un peu naturel, qui jusqu'ici n'a présenté aucun effet secondaire. La fagaricine dans l'organisme agit comme l'alicament. En Chine, j'ai suivi le concept de l'alicament. Donc un traitement par alimentation. Donc la fagaricine agit comme un alicament. En Europe, dernièrement, j'étais le nom, quand ils ont adopté la fagaricine, ils m'ont dit, écoutez, docteur,
ce produit, nous l'adoptons, nous allons l'aligner parmi les compléments nutritionnels ou les suppléments alimentaires. Parce que le mettre comme médicament pharmaceutique, c'est long. Les recherches et tout, mais là, tout de suite, on va l'aligner comme complément alimentaire ou supplément nutritionnel. J'ai dit, il n'y a pas de problème, pourvu que il fasse son travail. D'accord. La fagaricine, donc vous l'entendez, chers téléspectateurs, mais vous aussi qui nous regardez, hein, chers internautes, est un produit peut-être pas très connu au Gabon, mais qui est déjà adopté du côté de l'Occident. Le docteur Piebi a dit qu'il tait le nom du pays dans lequel ce produit a déjà été adopté. Alors, monsieur Venant, avec le fait que ce programme, du moins ce produit, ne connaisse pas l'adhésion populaire, est-ce qu'on peut ici parler de théorie du complot aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens parlent de cette histoire. Covid, ça existe, ça n'existe pas. C'est les firmes pharmaceutiques qui gèrent un peu cette histoire et tout. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de théorie du complot? En fait, théorie du complot, je ne sais pas si il faut définir la chose ainsi. Ce que je sais, c'est qu'aucun président au monde n'aimerait que sa population soit décimée. Ouais. Okay? Et d'autant plus qu'on dit qu'un pays qui se voit ou bien qui pense au développement doit d'abord résoudre le problème de santé de sa population. Exactement. Il faut que les populations soient en bonne santé pour que le pays pense développement, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si cela est fait, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui peut se résumer en deux facteurs, sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est les politiques publiques. Les politiques de la santé qui sont développées par le gouvernement. Le gouvernement s'aligne sur un système de gestion des pandémies que l'Occident nous a donné, ou d'une manière d'une autre. Vous comprenez la chose? Donc il faut bien qu'il s'attelle dessus pour continuer à civiliser, pour continuer à développer ces politiques publiques que je ne maîtrise pas trop parce que moi je suis culturellement assis. Donc je soutiens leur initiative, mais j'aimerais bien que leur initiative soit également accompagnée des chercheurs que eux-mêmes ils ont formés. Parce que si Dr Piebi est chercheur aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est le Gabon qui a mis des moyens pour qu'il soit chercheur. Et s'il arrive à développer un produit aujourd'hui, c'est justement ce gouvernement qui doit l'accompagner. Ne dit-on pas qu'un chercheur doit trouver? Un chercheur qui ne trouve pas, à quoi sert d'être chercheur? À quoi ça sert un chercheur d'aller à chaque 25 du mois, aller prendre son argent, alors que pendant 20 ans, il n'est même pas capable de produire un bout comme ça? Donc ces chercheurs également, c'est des politiques publiques qui doivent aujourd'hui être repensées. Je crois qu'après le Covid, le gouvernement, au lieu de marteler les chercheurs qui produisent, n'est-ce pas, doivent également marteler les chercheurs qui ne produisent pas. Ce serait important aussi. Maintenant, du côté traditionnel, nous ne sommes pas là pour venir dire la médecine africaine est aux as, tout va bien. Non, nous savons que chez nous, dans notre médecine, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure des herboristes. Ce qui, moi, je suis herboriste. En fait, tout le monde ici est herboriste. Parce que chacun a au moins utilisé une plante quelques fois. Oui, on peut utiliser et connaître les vertus. Même un bébé, chez moi, il y a un adage qui dit on est tous cuisinier, mais on devient marmitier. Donc, chacun de nous est son propre docteur d'abord. Donc, nous sommes tous des herboristes. Après, il y a également des initiés. Cette catégorie d'initiés, on retrouve deux. Tu as les initiés qui sont des voyants. Ça veut dire quand tu arrives, tu t'asseyes, après ils t'examinent. Ils te font le scanner qu'on voit à l'hôpital aujourd'hui. Après, tu as les initiés qu'on appelle les clairvoyants. Avant même que tu ne démarres de chez toi, il sait déjà que tu vas venir chez lui. Pour lui parler de tels problèmes. Donc, ils ont ce qu'on appelle dans la religion des visions. Ce sont cette dernière catégorie de traitants, n'est-ce pas, thérapeutes, que nous demandons d'utiliser la méthode traditionnelle à sa place d'origine, au lieu de faire du charlatanisme. Parce qu'ils prennent ces visions, parce qu'ils sont dans une situation morbide, dans une situation de vie difficile, ils prennent ces visions pour se faire de l'argent et pour se faire des choses, aujourd'hui on parle des crimes rituels, qui viennent effectivement en majorité chez les thérapeutes qui sont des charlatans. 80% aujourd'hui sont charlatans. Et nous, on s'insurge de ce charlatanisme. Nous voulons que la société africaine reprenne sa place.
un tradipraticien n'a jamais eu, je sais pas, une pancarte, super pouvoir, je sois et tout, vous aurez des enfants en gogo, un docteur, vous aurez la richesse, vous serez même président de la République. Aucun tradithérapeute ne s'exprime ainsi. Tous ceux qui s'expriment ainsi sont des charlatans. Un vrai tradithérapeute doit avoir son local. Tout le monde doit savoir qu'il habite tel endroit. Tout le monde doit savoir que il a eu, s'il est ce qu'on appelle l'initié, son père initiatique était un tel. Ok, c'est pas les choses à dormir debout par révélation, je suis devenu, j'ai des super pouvoirs. Non, ça marche pas comme ça dans la médecine africaine. Moi, je dirais même que la médecine africaine est cette médecine qui est plus rationnelle que toutes les autres médecines. D'accord. Parce que dans la médecine africaine, on ne triche pas. Quand tu triches, ça va aller mal. D'accord. La médecine traditionnelle africaine est la plus rationnelle, dixit monsieur venant de Bouman. Alors, docteur Piebi, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous êtes vous-même les praticiens ou alors les chercheurs africains, je préfère utiliser cette expression, victimes de vos propres turpitudes? Parce qu'on vous voit aller en rang dispersé. Est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce que le fait de ne pas vous mettre ensemble, parce qu'on dit ensemble, on est plus fort, peut-être étant ensemble, vous pouvez avoir un pouvoir pour pouvoir maintenant exercer une espèce de pression, entre guillemets, sur les gouvernants, afin que ceux-ci prêtent une oreille attentive à vous? Nous, c'est une préoccupation. Nous nous sommes retrouvés, nous sommes organisés autour du Ségarest. Nous sommes organisés autour du Ségarest, le centre de recherche, le centre Gabonais de recherche. Ce Ségarest... Donc vous avez tué le Sénarès? Non, il y a le Sénarès qui est une affaire d'État. D'accord. Et il y a le Ségarès qui est une affaire d'individu. Qui est une ONG, une organisation non gouvernementale. D'accord. Au Ségarès, vous trouvez tous les chercheurs et les tradipraticiens et les scientifiques. Et tout le monde est au Ségarès. C'est une force de proposition, une force de recherche. La Fagaricine a eu son envol aussi grâce à la force du Ségarès. La première vague. La première vague. Le Ségarès existe. C'est ce centre qui englobe tous les chercheurs africains. Je vous dis, qu'ils soient tradipraticiens, qu'ils soient modernes, tout le monde se retrouve là-bas. D'accord, au Ségarès. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez, peut-être à l'endroit du gouvernement, faire comme proposition pour peut-être sortir du maquis? Parce que là, on considère que vous êtes encore dans le maquis. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme proposition au gouvernement pour que vous soyez aussi bien pris en compte? Parce qu'on se rend compte que... Au niveau du Ségarès, oui, nous avons eu des approches. Nous nous sommes adressés au gouvernement. D'accord. S'agissant de la situation actuelle. Nous sommes adressés au ministre de la Santé, nous sommes adressés au COPIL, nous sommes adressés au ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons eu des réponses, nous sommes adressés à la présidence de la République. Est-ce qu'ils vous ont prêté une oreille attentive? Bon, il y a eu des réponses. Oui. Positives ou négatives? Évasives. Évasives. Voilà. Il faut être clair là. C'était des réponses évasives. Du genre, on va voir... J'ai le courrier. Donc, il n'y a pas eu une prise en compte effective. C'est pour dire que c'est un problème de volonté politique. Sinon, nous avons fait notre travail, on a fait nos démarches. D'accord. Alors, Boris, tu as dit? Oui, je disais que, bon, comme la Fagaricine a 1600 principes actifs, donc ce qui veut dire par là qu'on peut l'utiliser pour soigner plusieurs maux qui minent la société aujourd'hui. Parce que, par exemple, les diarrhées, les palus, et les petites maladies, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, la cigarette, vous avez parlé de la cigarette, bon. Pour mettre ça sur le plan du marché, est-ce que parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde tape du poing au niveau de l'Europe francophone pour dire qu'on ne peut pas vulgariser la médecine traditionnelle. Mais on a un autre pan de la société mondiale aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous rabattre du côté de la société chinoise ou la société russe pour valoriser. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, si la Chine arrive à pouvoir s'imposer dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas adopté la pensée européenne. Ils ont adopté la pensée communiste. Aujourd'hui, on a vu que le monde c'est un monde diplomatique. La diplomatie traditionnelle africaine peut bien aller avec la diplomatie sanitaire russe ou la diplomatie sanitaire chinoise.
pour développer des produits tels que la fagaricine, mettre ça sous forme de comprimé, sous forme de gélule, sous forme de sirop. Au lieu d'aller encore, par exemple, tourner au niveau de l'Europe, où on sait déjà que certains produits qui proviennent de l'Afrique ne peuvent pas avoir gain de cause, étant donné que la politique sanitaire africaine en ce qui concerne la recherche n'est pas bien vue de bon oeil. Certes, on peut vous accorder du crédit, mais après, derrière vos dos, on récupère votre produit, on le met aussi, on met ça sous un autre brevet, et puis quand vous revenez, vous dites, mais c'est mon produit. Non, 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 votre produit est là, mais voilà notre brevet. Est-ce que vous ne pouvez pas chercher d'autres diplomaties sanitaires à travers le monde au lieu de pouvoir toujours... Avec lesquels vous allez coopérer. Justement, pour renchérir sur ce que Boris dit, la médecine traditionnelle chinoise, ça vous laisse aussi le temps de répondre à la question, est utile pour de nombreux types de maladies. Elle diffère de la pratique médicale occidentale dans la méthode de diagnostic et de traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aussi, comme dit Boris, vous allier à cette médecine chinoise qui s'est imposée dans le monde et qui impose aussi son diktat quelque part à la médecine occidentale? Vous savez, la fagaricine aujourd'hui, en pratique médicale, chez moi, quand je reçois des patients qui ont des maladies d'origine idiopathique, c'est-à-dire dont on ne retrouve pas l'origine, je donne la fagaricine, la personne est guérie. Au moins les symptômes ont disparu. C'est la pratique quotidienne, régulière chez moi. Vous venez, je fais tout ce qu'on fait, bilan, tout ça. Si on ne trouve rien de précis, mais la personne a toujours des mots, fagaricine, on est guéri. La Chine, je connais la Chine. Pour avoir servi à l'hôpital chinois, j'ai été même à leur centre, au conseil commercial qui est à la Sablière. Vous avez été même en Chine? J'étais en Chine. J'ai des amis chinois, j'étais en Chine. J'ai des partenaires chinois avec moi d'ailleurs. Mon groupe, mes amis, ont émis des petites réserves par rapport à la Chine parce que, comme vous connaissez, ils sont très développés en matière de médecine, de plantes médicinales. Une fois cette fagaricine introduite en Chine, en 2-3 mouvements, vous ne la reconnaissez plus, c'est ça votre produit, comme vous l'avez dit. C'est seulement pour cela que nous avons eu peur de la Chine. Sinon, c'était des partenaires favorables. Ils prenaient, ils transformaient. Et puis il y a un problème de langue. Bon, c'est vrai qu'on a des compatriotes qui parlent chinois, mais nous-mêmes qui étions au centre de cette recherche, nous ne parlons pas chinois. Et c'était un peu risqué. Mais est-ce que vous pensez que vous faites plus confiance aux Occidentaux qu'aux Orientaux et Chinois? Le problème, c'est que ce médicament, au niveau occidental, a subi toutes les étapes. Il a été à un moment donné sous forme de sirop, sous forme de gélule, sous forme de comprimé, donc sous forme d'injection. On a toutes ces procédures, toutes ces étapes ont été étudiées et faites. S'il est à ce stade, c'est un problème de finances. C'est tout. Donc là, les études ont été faites. Donc là, c'est comme un appel à l'aide. On peut faire un crowdfunding, chers téléspectateurs qui nous regardez. Le docteur Piebi Oyubil est là. Ce produit, si peut-être il ne décolle pas encore en ce moment au niveau local, c'est simplement parce qu'il est plus ou moins dépourvu de moyens pour pouvoir le mettre à une production à grande échelle afin qu'il puisse peut-être satisfaire toute la population. Pourquoi pas? Donc c'est un problème justement de moyens. Je sais et j'espère que le ministre de la Santé nous regarde. Le chef de l'État suit ce programme avec ses différents collaborateurs. Je crois qu'au sortir d'ici, docteur Piebi, il y aura une solution qui sera trouvée. Peut-être vous n'avez pas frappé à la bonne porte quand vous alliez faire votre promotion dans les médias. Peut-être aujourd'hui, vous êtes tombé sur le bon média. Puisqu'on parle de nous, télévision, la chaîne au service de développement, ici on parle de développement médical. Donc je suppose qu'au sortir d'ici, vous recevrez certainement des coups de fil, ou alors peut-être ils peuvent appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On leur retransmettra votre numéro en direct et ces personnes pourront de toutes les façons, elles peuvent vous contacter. Si elles veulent vous contacter, elles vous contacteront. Ils ne sont pas obligés de passer par nous. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que le docteur a sa propre clinique. D'accord. Okay. Clinique donc, MCO. Voilà, donc il ne vient pas dire des choses à dormir debout. À dormir debout, tout à fait. Donc quand tu arrives d'abord chez nous, on te fait une consultation, tout un diagnostic. Comme ça se fait traditionnellement. Voilà. Donc c'est lorsqu'on voit que tu présentes des symptômes qui visent à diminuer ta défense immunitaire,
qu'on pourra maintenant prévoir des solutions adaptées à cela. Et pour bien se comprendre, en fait, la fagaricine aujourd'hui agit contre tout ce qu'on appelle des virus comme étant ce maçon-là qui vient reconstruire la barrière. Voilà. Tu prends ton système de santé, ton système de défense comme étant une barrière. Une barrière, bien sûr. Et lorsque la fagaricine arrive, au lieu d'aller d'abord dans la maison, reconstitue d'abord la barrière. Au moins, quand la barrière est reconstituée, le portail est fermé, celui qui est à l'intérieur, même le voleur ne pourra plus sortir. Avant d'attaquer maintenant l'intérieur. Donc, pour mieux comprendre la fagaricine, c'est comme ça que cela agit dans notre organisme. D'accord. Alors, docteur, je vais vous donner quelques chiffres. Entre 1995 et 2000, le nombre de médecins ayant suivi une formation spéciale à la médecine naturelle est passé du simple au double. C'est-à-dire ils étaient 5400, c'est plutôt devenu 10 800. Qu'est-ce qui explique cela? Et en même temps, on nous fait croire que cette médecine n'est pas une médecine sur laquelle on peut compter. Et on voit le nombre d'apprenants qui passent du simple au double. Je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit que c'est un problème de culture. Un problème. Le problème c'est lequel? C'est que les nouveaux médecins sont fixés sur les théories de faculté. Mais les anciens médecins, comme vous dites là, à mesure qu'ils travaillent, ils font des analyses et ils changent. Et ils progressent. D'accord. Ce nombre ne peut que s'accroître. D'accord. Alors, venons, selon la Commission for Alternative and Complementary Medicines aux USA, 17 milliards de dollars ont été consacrés en 2000 aux remèdes traditionnels. Comme pour dire que même aux États-Unis, la médecine traditionnelle est bien prise en compte, contrairement à nous en Afrique qui marginalisons encore notre secteur médicinal traditionnel. Mais vous avez vu le président sortant des États-Unis, Donald Trump, au lieu de prendre d'abord la décision du port de masque obligatoire, il a plutôt donné de l'argent aux chercheurs pour développer des vaccins. C'est ça la politique. Donc, au lieu d'abord de donner à manger aux populations, au lieu de rendre le port de masque obligatoire, cherchez d'abord à booster vos chercheurs pour qu'on développe un vaccin, un médicament qui viendra résoudre une bonne fois pour tous cette pandémie. C'est ce que Donald Trump a fait. Quand il est arrivé, il a donné de l'argent. Aujourd'hui, les États-Unis ont combien de vaccins sur le marché? Ils sont plus Johnson & Johnson. La France a combien de vaccins? Zéro vaccin. Malgré le fameux laboratoire, le Pasteur, il n'y a rien. Ils ont 0 vaccin. L'Union européenne a 0 vaccin. Oui. Parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Tout à fait. L'Union européenne a 0 vaccin. Mais vous comprenez que c'est cette Union européenne qui impose, n'est-ce pas, les voyages, les livraisons de vaccins en Afrique. On se demande mais pourquoi. Voilà. Et en plus, c'est eux qui meurent le plus. Pourquoi? Bon, ça, je ne me réjouis pas, mais je dis, il y a un problème derrière tout ça. Je me dis, est-ce que la pandémie du coronavirus ne sera pas un gros business qui se cache derrière? D'accord. Alors, docteur, de plus en plus, on parle de vaccins. Et le chef de l'État lui-même a demandé à ce que les populations, dans son adresse à la nation il y a quelques jours, que les populations aillent se vacciner. Et comme ça, on pourrait revenir à notre vie, on pourrait retrouver notre train de vie normal comme cela a été le cas il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce vaccin-là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être fagariciné et vacciné en même temps? Je vous ai dit que par rapport à ce vaccin, je ne veux pas me prononcer. Je conseille aux populations de prendre un traitement préventif qui est la fagaricine, qui n'a aucun effet secondaire, qui est un produit naturel. Je crois que les choses se passeront bien. Il y a un vaccin. Ceux qui veulent le faire, le feront. Pour moi, cette question, je ne veux pas... Oui, encore que le président a dit que ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc, le président a été clair, a été clair. Mais pour le bien de tous, vaccinons-nous parce que quand quelqu'un est vacciné et qu'à côté l'autre ne l'est pas, bon, ça fait... Ben, il a dit, il n'y a rien qui oblige qui que ce soit à aller se faire vacciner. Voilà, donc je ne peux pas m'opposer à ce point de vue. Nous sommes au pays, le chef a dit de faire ceci, faites comme il l'a dit, il ne vous oblige pas, vous-même, vous décidez d'abord, il est interdit d'obliger à quelqu'un de se vacciner. D'accord.
Alors, même si peut-être l'Occident est en train de vouloir mettre en place un passeport vaccin, de toutes les façons, on attend de voir. Et même si le vaccin nous rapporte la santé, pourquoi ne pas se vacciner de toutes les façons? Moi, je n'ai rien contre. Hein. Donc, monsieur Venon, aujourd'hui, l'Afrique est un peu à la croisée des chemins. L'Afrique n'est pas très touchée par le Covid, mais l'Afrique est en train de souffrir des affres du Covid plus que ceux qui en sont touchés. Qu'est-ce qui explique cela, en fait? Oui, en fait, ce qui explique cela, c'est que nous avons oublié, dans un premier temps, que nous pouvons nous-mêmes produire notre économie. Nous pouvons nous-mêmes prendre en charge au niveau sanitaire. Nous pouvons organiser notre société comme au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Mais avec quel argent? Aujourd'hui, l'argent, c'est l'argent qui gère tout. On a les richesses du sous-sol, c'est vrai, mais on va les développer, on va les exploiter comment? On n'a pas d'argent. On est obligé d'aller chercher ailleurs. On veut bien être autonome. Je dois vous rappeler que la Libye a fait combien d'années dans l'embargo? Mais la Libye vendait son pétrole. C'est avec ses réserves qu'elle a vécu pendant tout ce temps-là. Mais si on ne lui achetait plus son pétrole, la Libye devait vivre comment? Kadhafi a été quand même un peu intelligent en gardant des réserves de ses ventes de pétrole, sachant peut-être que, parce qu'il était quand même visionnaire, sachant peut-être que dans les années futures, il serait peut-être victime d'un complot. Mais si aujourd'hui, nous, on veut vivre en autarcie, on n'a pas les moyens, comment est-ce qu'on va s'en sortir, même si on a les plus grandes richesses du monde? Depuis que le président interdit l'exportation des grumes, ouais. N'est-ce pas, on vend? N'est-ce pas, l'Occident paye? C'est là que je dis, si l'Occident ne nous paye plus nos grumes, est-ce qu'on va manger les grumes? Parce qu'il y a aussi un moyen. Attends un peu, 2 minutes. Est-ce qu'il y a un moyen de pression qu'on peut exercer sur les pays africains? On a le bois. Oui, on espère plus les grumes. D'accord? On transforme sur place, on vend. On vend à qui? On vend aux Blancs. Mais s'ils disent qu'ils n'achètent plus nos grumes, qu'est-ce qu'on va en faire de ces grumes, nous? Mais eux, ils vont rester comment? Mais ils vont rester comment? Ils peuvent trouver des alternatives parce que c'est eux qui achètent. Mais c'est une chaîne alimentaire. Je comprends très bien. Regardez aujourd'hui le projet. Ouais. Le projet 2030 en Europe. 2030, ouais. Voilà, dit qu'on va interdire les véhicules, tous véhicules qui circulent avec du carbone. Du carbone. Ok. Donc, il faut faire face, il faut exploiter des énergies renouvelables. Donc, tout à fait. Des minéraux, ce sont des pierres. Pourquoi on n'exploite pas les pierres en Europe? Voilà. Pourquoi on vient exploiter en Afrique? Mais parce qu'ils n'en ont pas de pierre là-bas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes de mettre des mécanismes en place pour exploiter ces pierres-là? On n'a pas les moyens pour, on n'a pas la technologie pour. C'est ça le problème aussi, quelque part. Ce n'est pas ça. On appelle ça la volonté de puissance. Tu peux t'imaginer le budget du Gabon? Il oscille entre 2000 et quelques 2 milliards. C'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas un argent physique, c'est un argent virtuel. Parce que je le budget, c'est une prévision. Parce que on commence déjà. Le budget, c'est une prévision, docteur. Ce n'est pas un argent qu'on a là dans les sacs. On prévoit que, bon, dans l'année à venir, en ce qui concerne les rentrées, en termes de douane ou machin et tout, les impôts, les taxes et tout, voici ce qu'on pourrait avoir. J'ai eu ces discussions tout à l'heure en venant dans le taxi avec le chauffeur. Voici ce qu'on pourrait avoir. Mais ce n'est pas un argent physique qui est là. C'est dans les projections. Maintenant, ces projections peuvent être faussées à un moment. Oui, la pandémie est venue, par exemple. Oui. Personne ne l'attendait. Donc, si on fait un budget en novembre 2019, ne sachant pas que Covid arrive en janvier ou mars 2020, qui va tabler sur 4 milliards, et que toute l'année 2020, on la passe en pleine maladie, mais on va trouver l'argent de 2019 qu'on prévoyait où? Pour développer... Mitiro fait des projets. Des projets. Le projet n'est pas encore une construction physique. Ouais. Tu fais d'abord le projet. S'il arrive que tu aies de l'argent pour développer ton projet, tu le feras. Si tu n'as pas d'argent, tu ne feras pas de projet. Donc tu vas aller emprunter de l'argent. La construction n'existera pas. D'accord, tout à fait. Mitiro, juste pour essayer un peu d'embrouiller sur tes propos. Tu veux embrouiller qui? Tu embrouiller. Tu peux embrouiller les gens. Sur tes propos, je vais prendre l'exemple de Cuba. Cuba utilise encore des voitures de 1950-1960. Bien sûr. Qu'est-ce que Cuba fait? Les pièces, ils refabriquent les pièces parce qu'ils ont déjà l'échantillon de la pièce. Mais maintenant, aujourd'hui, tu as parlé que l'Afrique ne peut pas, par exemple, fabriquer des grues, fabriquer, par exemple, des camions, des véhicules, et que l'Europe a besoin du bois. Nous, on a le bois, on ne peut pas couper le bois parce qu'on n'a pas fabriqué de tronçonneuse. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis. Par exemple. Bon, aujourd'hui, maintenant, une chaise d'un blanc se casse. Il va le remplacer avec quoi? Étant donné que en Afrique, on a dit que le bois ne sort plus, on le transforme, fabrique, le bois reste dans la forêt. La chaise est cassée pour l'Européen. Il va trouver le bois pour fabriquer. Mais il y a du bois en Europe aussi, attention. Non, le bois de qualité.
quand Ikea fait ses meubles, le bois là, c'est en Suède. Hein? Non, j'ai vu hier l'émission attention. sur Ikea. Comment le monsieur a débuté et comment il fabrique ses produits. C'est pas le bois de Koumé, le Zigo, le Kevazingo, ce qu'on a ici. Alors, docteur Oyoubi, le Royaume-Uni dépense annuellement pour la médecine parallèle, parce qu'eux, ils n'appellent pas notre médecine traditionnelle, ils appellent parallèle, alternative, non conventionnelle et autres. Ils ont dépensé près de 230 millions de dollars juste pour les médicaments. Enfin, tout ce qui concerne la médecine traditionnelle, c'est un peu à peu près peut-être 2 fois le budget du Gabon. Est-ce que on peut toujours continuer à dire que notre médecine aujourd'hui, on ne peut pas nous-mêmes la valoriser et lui donner une certaine force pour pouvoir l'imposer aussi au monde entier, que les gens sachent qu'effectivement en Afrique, on a une médecine sur laquelle on va devoir s'asseoir et pouvoir développer notre système médical. Le problème, c'est celui que vous avez énoncé tout à l'heure, c'est un problème de prise en compte, de considération d'abord. Tout à l'heure, vous disiez que au Royaume-Uni, ils ont déboursé plus de 230 millions de dollars. Bon, chez vous, on a déboursé combien de dollars, pas de millions, ici pour la médecine traditionnelle ou alternative, quelle que soit l'appellation? Combien de dollars, pas de millions? Aucun. C'est ça, tout part de là. On ne peut rien développer si on n'a pas d'abord la reconnaissance. Tout le mal est là. C'est qu'il n'y a pas une prise en compte, il n'y a pas une prise au sérieux. Il faut d'abord considérer, il faut avoir la culture, il faut comprendre, il faut savoir que nous avons des ressources, nous pouvons compter sur nos ressources et faire avancer nos recherches. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons tourner en rond, on ne fera rien. Donc, si je comprends bien, peut-être avant que vous veniez de passer, je comprends bien, est-ce que vous serez favorable à la mise en place d'un ministère de la santé traditionnelle? Direction, moi je propose même une direction. Écoutez, nous étions aux affaires. À l'époque, je ne faisais même pas de la recherche avancée. Mais ayant côtoyé le pouvoir suprême, nous apportions notre réflexion. Nous avons demandé que cette médecine soit effectivement prise en charge. Parce que, chef, vous et moi, nous savons qu'elle existe. Oui. On a vécu grâce à cette médecine. Le chef vous dira oui. Au ministère de la Santé, on a même créé une direction générale de cette médecine. Quand on change de gouvernement, un autre ministre arrive, non, c'est pas à peine qu'une direction générale, il n'y aura pas de moyens, il n'y aura pas de budget pour ça. Mettons un conseiller technique du ministre en charge. Le poste de la médecine traditionnelle existe bien au cabinet du ministre de la Santé. Et quand on est ministre de la Santé, on n'est pas ministre d'un système de santé. On est ministre de la Santé, donc de tous les systèmes de santé. Alors, Venant, est-ce qu'on devrait... Ah oui, avant, tu voulais rebondir, d'accord? Oui, justement, je vais ajouter le vin dans son verre, en disant que ça ne soit pas dilué. Il faut plutôt ajouter de la fagaricine dans son verre. En fait, le système de santé africain ou gabonais est d'abord un système de santé de proximité, préventif. Au lieu d'adapter notre système au système européen, avec des grandes structures, le personnel bien formé, nous pouvons d'abord essayer, n'est-ce pas, de développer cette médecine de proximité. Ça veut dire chaque quartier, son dispensaire, chaque quartier, sa pharmacie, chaque quartier, son médecin traitant, des choses comme ça en fait. Tout à fait. C'est comme ça que ça commence. Imaginez-vous que nous sommes à Libreville, quelqu'un qui habite, je dis n'importe quoi, au désert, ça fait un fond une femme qui veut accoucher, est obligée de se rendre à 1h du matin au centre hospitalier, soit de Libreville, soit d'Angondier, soit d'Akanda, soit de... Vous voyez l'affaire? Tout à fait. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas... Et on est en couvre-feu et tout ça. Le risque de perdre ce patient est tellement élevé. Donc, pour une solution, essayons d'abord, n'est-ce pas, de restaurer le système de santé gabonais comme il était auparavant. Vous savez, avant, moi j'étais d'abord à l'IDR. Avant même qu'on m'amène à l'hôpital, et même si quand j'arrivais à l'hôpital, on m'en donne d'abord la Nivaquine. Avant même que le médecin ne me touche, il m'a déjà donné la Nivaquine. Et avant qu'il ne me touche, j'étais déjà guéri.
Est-ce que vous voyez l'affaire? Vous savez, pour avoir été aux affaires, je vous dis que le système sanitaire au Gabon recouvre toute la nation. Tous les quartiers, tous les villages ont sur papier des structures médicales qui correspondent à chaque environnement. Dans les villages, on a des cases de santé, on a des dispensaires, tout est couvert, tout le Gabon. Sur le papier. Sur les papiers. À un moment donné, physiquement, ça existait. Aujourd'hui, vous passez, vous verrez, toutes ces structures sont fermées, abandonnées. Si la couverture sanitaire est faite, a été réalisée. Mais tout est abandonné, on ne sait pas pourquoi. Tout ça me laisse sans voix, mais ça me donne aussi de la voix pour aller dans la deuxième halte de notre émission. Parlons actu, l'essentiel de ce qui a fait donc les choux gras de l'actualité nationale et internationale cette semaine. C'est ça qui vous sera présenté dans cette rubrique Parlons actu, c'est maintenant. Parlons peu, parlons actu, parlons peu, parlons vrai. C'est donc 1 an d'existence de ce programme. Aujourd'hui, nous sommes sur Nour Télévision. Nous le serons encore jusqu'à longtemps parce que c'est la chaîne qui promeut le développement. Justement, parlant de développement, aujourd'hui, on est avec notre invité, du moins nos invités, mais l'invité spécial de Gusta, comme on dit, Dr Piebi Oyubi, inventeur de la pharmacine 532, qui est accompagné de monsieur Venant de Beauman, qui est donc promoteur culturel et écrivain avec qui nous parlons du vaccin Covid-19 et la médecine africaine. Pas du vaccin, mais c'est le thème de notre émission aujourd'hui, vaccin Covid-19 et la médecine traditionnelle africaine. Mais pour l'heure, pour le moment, c'est la deuxième articulation de ce programme. Parlons actu, l'essentiel de l'actualité est cette semaine. Il y a donc quelques jours, au Gabon, 3 projets de loi ont été déposés pour renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en luttant contre les violences et les discriminations, a déclaré donc vendredi dernier Madame le Premier ministre Rose Christiane Osuka Araponda. Justement, docteur, voilà une loi qui va arriver, qui certainement peut-être sera votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui va donner plus de droits et de pouvoir à la femme. Et quelle lecture vous pouvez faire de cette proposition de loi qui peut-être dans quelques jours sera votée? En fait, s'il y a eu une loi, peut-être qu'il y a eu un problème. Je ne sais pas quel était le problème, parce que jusqu'ici, je pense que en écoutant toutes les propositions gouvernementales antérieures, on a toujours parlé de cette place réservée à la femme. À mon avis, c'est pas bon. Je n'ai pas eu lecture exactement. Si elle a pris cette loi, peut-être qu'il y a eu un problème, on le saura. Parce que pour moi, vous voyez comment notre État, les hommes ont leur place, les femmes ont leur place, comme dans les ménages. L'homme est partout, l'homme est le chef du ménage, il a sa femme qui l'accompagne, il a des enfants. On est organisé comme ça. Bon, je ne sais pas. Quand on fait cette loi, bon, peut-être que vous avez plus de connaissances. Alors, monsieur Venant, il y a un proverbe ou alors une expression qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande dame ». Mais est-ce qu'on est tenté de dire maintenant que derrière un grand homme se cache, bien derrière un petit homme, maintenant, ou alors à côté d'un grand homme se trouve une grande femme? La culotte, c'est l'homme qui la portait dans le foyer, mais aujourd'hui, elle sera portée par les deux personnes, l'homme et la femme. Comment est-ce que vous, en tant que, je vais d'ailleurs dire nouveau marié, comment est-ce que vous entrevoyez déjà cette loi dans votre foyer aujourd'hui, et la femme qui sera plus présente dans le foyer au même titre que l'homme? En fait, j'ai appris l'initiative de la loi, mais je connais... Qui n'est pas encore votée, hein, c'est une proposition. Je ne connais donc, vraiment pas le contenu de cette loi. Mais je sais une chose, lorsqu'on prend une loi, on doit l'assumer. Et lorsqu'on assume une loi, on serait capable, n'est-ce pas, d'embrigader toutes les pressions qui vont avec. Je sais une chose en matière de culture, c'est que la femme a toujours eu sa place dans la société. D'autant plus que c'est la femme
qui dirige normalement la société. C'est Ouais. pour cela qu'on dit l'Afrique est d'abord matrilinéaire et non patriarcale. Le terme patriarcal nous est venu d'ailleurs. Donc la femme, discuter la place avec un homme, ce n'est pas possible dans la pensée africaine. Puisqu'elle a déjà sa place. Sa place est déjà là. Donc c'est pour cela que certaines maris appellent leur époux les plus Maman, belles. les plus belles. Voilà. En tout cas, Voilà. je suis ton regard. Voilà. Ça existe déjà. Donc, maintenant, si on vient à défaire cette structure, ça veut dire qu'on va repenser le code civil gabonais. Et si on repense le code civil gabonais, il va falloir que les gens qui prennent des telles décisions nous présentent clairement leur volonté à aller au bout de leur initiative. C'est important qu'on en parle prochainement. D'accord. En tout cas, on va profiter comme ça pour dire bonsoir à la plus belle qui nous suit quelque part du côté de Siban. Elle se reconnaîtra donc ce côté-là. Deuxième actualité qui a fait donc les choux gras de notre quotidien cette semaine, c'est un article qui paraît il y a moins de 24 heures, dans lequel le docteur Guy Patrick Obiang, ministre de la Santé, sollicite le Sénat pour convaincre les populations de se faire vacciner. On parle de plus en plus de vaccins et le chef de l'État a demandé à ce que les gens aillent se vacciner de manière pas obligatoire, que chacun se fasse vacciner de manière consciente. Et là, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang, sollicite le Sénat pour convaincre les populations d'aller se faire vacciner. Vous, en tant que docteur-chercheur, qui êtes donc inventeur d'un produit qui va dans le même sens que la Covid-19, que nous tous voulons combattre, nous tous voulons la voir disparaître, quelle est votre appréciation par rapport à cette proposition de M. Guy Patrick Obiang? C'est encore une idée, c'est pas quelque chose qui est acté. Il sollicite, donc il demande. C'est pas encore, sa demande n'a pas encore été validée, ou alors on ne sait même pas si elle le sera. Moi, je pense que le ministre de la Santé a peut-être voulu demander aux sénateurs ou autres représentants du peuple de mieux expliquer quels sont les avantages ou inconvénients de ce vaccin. Je pense que c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Comme c'est des gens qui gèrent les populations, peut-être leur en parler. Sinon, tout le monde sait qu'il y a un vaccin. Le président l'a dit. Il y a un vaccin. Le président s'est d'ailleurs vacciné et son épouse. Voilà, on a vu le gouvernement aussi qui s'est vacciné. Et déjà. Que les volontaires peuvent se faire vacciner. Et tout le monde s'en tient au mot du chef de l'État. Donc le ministre aussi vient renforcer ce mot du chef de l'État qui dit que les volontaires peuvent se faire vacciner. Ben, il demande peut-être aux sénateurs d'aller expliquer l'importance du vaccin pour leur population. Voilà. S'il y en a qui veulent, d'accord. Alors, M. Venant, vous, cette actualité, quelle lecture vous faites de cette sollicitation du ministre en chef de la Santé publique au Gabon, qui va solliciter le Sénat pour convaincre les populations pour un éventuel vaccin Covid-19? Le message du ministre voudrait peut-être dire aux sénateurs et aux représentants du peuple de se faire vacciner comme les membres du gouvernement l'ont fait. Le président de la République s'est fait vacciner et les membres du gouvernement se sont fait vacciner. Donc peut-être les sénateurs, les députés, et après on verra les maires, et voilà toute la chaîne administrative. Et puis ça va suivre avec le reste de la population. Voilà. Donc on commence par la confiance à la population. Je crois. Effectivement. On attend vivement la réaction des sénateurs qui sont également les représentants des populations. Tout à fait. Donc ce serait important. Par contre, je crois que si on peut revenir rapidement en matière homme-femme, tout à l'heure. D'accord. Je dirais qu'il faudrait que les Africains revoient aussi leur histoire. Parce que nous sommes ici pour parler santé. Et quand on parle santé, on parle effectivement de ces deux sexes qui sont toujours ensemble, l'homme et la femme. Vous savez, il y a cela pratiquement 5000 ans, sinon 3000 ans avant notre ère, n'est-ce pas? Il existait un médecin en Égypte antique qu'on appelait Imhotep. N'est-ce pas? Je crois que beaucoup de gens ont entendu parler de lui. C'est pratiquement le premier médecin au monde bien sûr. connu. Bien sûr. Je ne vais pas parler des civilisations que je ne maîtrise pas. À côté d'Imhotep ou bien après Imhotep, nous avions également une femme qui traitait très bien, c'est la première sage-femme au monde, n'est-ce pas, qui a amené cette manière d'accoucher, de donner
l'enfant, les premiers soins, couper le cordon ombilical, tout ça, c'est une femme. Donc ça veut dire la parité homme-femme ne date pas d'aujourd'hui. Il y a forcément quelqu'un qui tisse les ficelles et l'autre qui, n'est-ce pas, les prend soin. Donc ce sage-femme, c'est ce qu'on l'appelait à la PCH, D'accord. Ouais. Et les papyrus qui sont les reliques dans tous les domaines aujourd'hui retracent bien tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'artémisia dont vous avez fait référence aujourd'hui à Madagascar existe pratiquement au 5e siècle avant Jésus-Christ. La phagaricine, peut-être, ça n'appelait pas la phagaricine, peut-être, parce que c'est le docteur qui donne le nom de phagaricine. Mais les constituants de la phagaricine, peut-être eux aussi existaient à cette époque. Donc il faut voir les papyrus comme le papyrus d'Hébert, qui te traite des maladies, qui te traite des pathologies et qui te traite également des recommandations, ce que tu dois prendre lorsque tu as la grippe. Comme une espèce de posologie. Est-ce que vous voyez, c'est la posologie. Donc, il faudrait que cette méthodologie de travailler soit également prescrite aujourd'hui dans les centres de formation de nos futurs médecins. Ce serait important. D'accord. Alors, nous sommes presque au terme de ce programme. Il nous reste 5 minutes. Docteur, peut-être, avant de partir, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit des gouvernants, à l'endroit des populations, par rapport à votre produit Phagaricine qui est ici, pour peut-être les jours à venir, parce que les jours à venir ne sont peut-être pas ne sont pas sortis de l'auberge. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit des populations, mais surtout des gouvernants qui nous regardent? Oui, dernièrement, quand au niveau du Ségales, quand nous avons fait la promotion de la Phagaricine, bon, il était question, ce que nous cherchions, c'est à ramener la valeur, le coût de revient, le prix de revient de cette Phagaricine, qu'elle soit accessible, qu'elle soit utilisable par tout le monde. On voulait que ça devienne très moins cher, parce qu'en ce moment, elle est très chère. Ça coûte combien là? Là, c'est 25 000. Hein. Mais le Gabonais moyen ne peut pas se le procurer. Il ne peut pas se le procurer, vous voyez. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça aussi peut être un frein au fait qu'elle ne soit pas aujourd'hui adoubée par le public? Le problème, c'est que nous avons fait des conditionnements un peu plus accessibles. D'accord. Voilà. Mais au départ, quand on a fait notre étude, c'était 25 000. D'accord. Et c'était pas accessible. D'où nous avons demandé le concours. On voulait avoir un peu, au moins des moyens de locomotion pour transporter au moins les essences afin que ça devienne très moins cher. Mais ça dit que maintenant, le prix actuel, ce serait à combien? Bon, il y a des préparations. Il y en a qui... On peut l'avoir autour de 15 000, 10 000. Il y en a qui peuvent se la procurer comme ça. Hein. D'accord. Ça dépend des conditionnements. D'accord. Mais sinon, la Phagaricine est disponible. Tout le monde sait. On sait que c'est un des meilleurs produits aujourd'hui. Et que... il faut savoir qu'il est préventif et curatif. Voilà. D'accord. Donc il joue en même temps le rôle de traiteur et le rôle de vaccin. Voilà. Si tu prends la posologie qui traite la prévention, et tu seras immunisé au moins pendant 3 mois. Parce que la posologie écrite ici, elle est préventive. Parce que quand vous êtes malade, c'est maintenant d'autres posologies, d'autres prescriptions médicales, et c'est fini. D'accord, de toutes les façons, en attendant de me faire vacciner, je vais d'abord me phagariciner, hein, chers auditeurs. C'était donc aujourd'hui le thème de notre émission, vaccin Covid et la médecine traditionnelle. On a reçu Dr Piebi Oyubi, omnipraticien, inventeur de la Phagaricine 532. Omnipraticien, Dieu est omniscient, vous êtes omnipraticien. Qu'est-ce que ça veut dire omnipraticien? Omnipraticien, c'est un médecin qui fait traite toutes les maladies. Toutes les pratiques. C'est un généraliste, mais expérimenté. D'accord. En tout cas, Dieu est omniscient. Monsieur Piebi, lui, il est omnipraticien. Alors, merci donc, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme dont je rappelle le thème de cet après-midi, vaccin Covid et la médecine traditionnelle africaine. Nous recevions Dr Piebi Oyubi, inventeur de la Phagaricine 532 et omnipraticien, responsable de la clinique MCO, située donc du côté d'Angondi, première cité. Et vous pouvez le joindre aux différents contacts, hein, si vous voulez le voir. Il a une page Facebook, bien sûr. Alors peut-être... vous avez une page Facebook? Docteur Piebi Oyubi.
simplement. Facebook, vous pouvez l'avoir. Ou alors le contacter au 074 36 70 40 ou 066 71 70 74. Ou si vous voulez... 64, pardon. Donc 074 36 70 40 et 066 71 70 64. Il est situé du côté d'Angondier à la première cité. La clinique, c'est MCO. Et monsieur Venant de Beaumont, promoteur culturel et écrivain, essayiste. Il est donc le responsable de la plateforme Génération Écan. L'un des responsables et qui est aussi responsable d'une chaîne YouTube, Génération Écan, sur laquelle sont diffusés leurs différents programmes qui mettent en lumière. Là, vous voulez dire quelque chose pour finir? Non, je disais que dans le cadre de nos recherches, nous avons une plateforme, on a le Segares. Segares, d'accord. Donc ceux qui veulent vous voir peuvent se rapprocher du Segares. Voilà. Ou alors ceux qui voudraient peut-être travailler avec vous peuvent aller aussi du côté du Segares. D'accord. C'est situé où le Segares? C'est situé à Québec-Poto. À Québec-Poto. Oui. D'accord. Ok. Et ça veut dire? Vous dites? Ça veut dire la Segares. Segares, Centre Gabonais de recherche en éthique et santé. Voilà, donc, ok, merci chers téléspectateurs. On dit merci à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Donc, c'était 1 an d'existence aujourd'hui. Chérel Mundunga et monsieur Aseko et tout le reste qui ont fait de cette émission une émission de référence en télévision ici au niveau du Gabon. On se retrouve samedi prochain quand il sera à 14h30 puisque l'heure maintenant est revenue à 14h30, c'est plus 16h, simplement parce que le couvre-feu nous amène à revoir aussi notre façon de vivre. On reviendra à l'heure normale quand il sera, la vie sera au normal. En attendant, allez vous faire vacciner, c'est pour votre bien et puis le bien de tout ça. On se retrouve samedi prochain quand il sera 14h30. Au revoir. On va d'abord se faire...